Alors, mes chers collègues, bonjour à tous et à toutes. Notre ordre du jour appelle l'examen, selon la procédure de législation en commission, de la proposition de loi adoptée par le Sénat visant à renforcer la protection des mineurs, merci, et l'honorabilité dans le sport, dont Madame Claudia Rouault est la rapporteure. Je lui donne la parole pour une dizaine de minutes afin qu'elle nous présente le dispositif. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, protéger les mineurs et au-delà l'ensemble des personnes vulnérables est une impérieuse nécessité. Le club où un enfant pratique le tennis, le handball ou n'importe quel autre sport doit être un sanctuaire où l'on se consacre à l'apprentissage non seulement d'une discipline, mais aussi de valeurs. S'il est usage de dire que le sport est une école de la vie, c'est parce qu'il apprend la persévérance, le dépassement de soi et surtout le respect de l'autre. Voilà pourquoi la violence, la peur et les discriminations de toutes sortes n'ont aucune place dans une association sportive. Or, tout récemment, les travaux de la commission d'enquête que notre Assemblée a consacrée aux fédérations sportives ont pointé de multiples dysfonctionnements. Ces conclusions accablantes ont même provoqué une onde de choc dans le milieu sportif. La rapporteure, Sabrina Sebahi, que je salue, a bien montré que les risques de violence étaient particulièrement élevés dans le milieu sportif. Dire cela, ce n'est pas stigmatiser le sport, les éducateurs sportifs et les pratiquants. Le sport, à cet égard, n'est pas une activité humaine qui doit être distinguée des autres. Simplement, il concentre certains facteurs de risque de violence, notamment de violence sexuelle. Parmi eux, on peut citer l'âge des pratiquants, qui sont majoritairement âgés de moins de 30 ans, la relation asymétrique entre l'entraîneur et l'entraîné, un rapport particulier au corps et à la promiscuité corporelle, les situations de huis clos dans les centres d'entraînement, les internats, etc. Outre ces facteurs de risque, un autre phénomène est particulièrement frappant s'agissant du milieu sportif en matière de violence, l'omerta qui a trop longtemps régné. Au moment de défendre devant vous cette proposition de loi, vous me permettrez d'avoir une pensée particulière pour toutes les personnes, en particulier des jeunes femmes qui ont osé témoigner, contribuant ainsi progressivement à fissurer le mur du silence et, disons-le, de l'indifférence. Je pense bien entendu à Catherine Moyon-de-Bec, à Sarah Abitbol, à Angélique Cauchy et à tant d'autres qu'il faudrait citer. Je tiens également à saluer l'engagement en la matière des ministres Oksana Maracineanu et Amélie Oudéa-Castéra. Grâce à elle, la lutte contre les violences dans le monde du sport est enfin devenue une priorité. Je ne saurais passer sous silence votre engagement à tous, mes chers collègues. Je pense à notre présidente, absente, Isabelle Roche, qui m'a soutenu dans ma volonté de faire adopter aussi vite que possible la présente proposition de loi. Je pense aussi à tous les responsables de groupe qui ont accueilli le texte avec attention et même avec bienveillance. J'adresse une pensée amicale à Béatrice Bellamy, qui présida la commission d'enquête que j'ai mentionnée, à Stéphane Mazard et à Stéphane Peu, qui ont souligné dans leur travail considérable sur les Jeux olympiques et paralympiques l'importance de profiter de l'année 2024 pour renforcer l'éthique dans le sport. Ce sera à mes yeux l'un des éléments fondamentaux de l'héritage des Jeux olympiques et paralympiques. À Maxime Minot et Belkir Belhaddad, qui suivent avec tant de minutie la préparation des Jeux au sein de notre commission. Les travaux de la commission d'enquête auxquels j'ai participé m'ont conforté dans la conviction qu'il était indispensable de renforcer les dispositifs de prévention et de traitement des atteintes à la sécurité des pratiquants, au premier rang lesquels figure le contrôle de l'honorabilité. Tel est précisément l'objet de la présente proposition de loi. Je remercie pour leur travail l'auteur de la proposition de loi, le sénateur Sébastien Pla, ainsi que le rapporteur du Sénat, Jean-Jacques Lozach. La Haute Assemblée a adopté ce texte à l'unanimité le 15 juin 2023. Depuis lors, les travaux de la commission d'enquête ont montré qu'il y avait urgence à agir. C'est ce que nous vous proposons de faire en apportant à votre tour votre soutien à cette proposition de loi. Le contrôle de l'honorabilité des bénévoles est inscrit dans les textes depuis 2006, mais il n'est devenu pleinement opérationnel que depuis 2021 avec le déploiement du système informatique dit SI Honorabilité. Le Code du sport prévoit une série d'incompatibilités avec certaines fonctions limitativement énumérées exercées dans le champ du sport, qu'elles le soient à titre professionnel ou bénévole. Parmi elles figure la fonction d'éducateur sportif. Les exploitants d'établissements d'activité physique et sportifs, les EAPS, sont également dans le champ du dispositif.
Pour le moment, le ministère des Sports se cantonne à la vérification de l'honorabilité des seuls présidents, trésoriers et secrétaires pour les associations sportives et des seuls gérants, présidents, directeurs général, président du directoire et directeur général unique en fonction de la forme de la société affiliée. Les juges et arbitres sont également soumis à l'obligation d'honorabilité dès lors qu'ils interviennent auprès d'une fédération sportive. La loi du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République, a inclus dans le dispositif les surveillants de baignade d'accès payant, de même que l'ensemble des intervenants auprès de mineurs au sein d'un EAPS. L'article 1er de la proposition de loi vise à inscrire dans la loi le principe d'annualité du contrôle de l'honorabilité des éducateurs sportifs, des exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives et des juges et arbitres, que leurs fonctions soient exercées à titre bénévole ou professionnel. Ce contrôle d'honorabilité s'opère par une double consultation du bulletin numéro 2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, le FIJAISV. Par ailleurs, il introduit une incapacité d'exercice pour les personnes condamnées par une juridiction étrangère à une condamnation incapacitante en droit français. Enfin, par exception au principe de réhabilitation pénale, il prévoit que les incapacités relevant du contrôle de l'honorabilité sont applicables en cas de condamnation définitive figurant dans le FIJAISV, même si celle-ci n'est plus inscrite au bulletin numéro 2 du casier judiciaire. L'article 2, quant à lui, crée une obligation de signalement pour les dirigeants de clubs envers les services de l'État des comportements de personnes entrant dans le champ du contrôle de l'honorabilité qui présentent un danger pour la sécurité et la santé physique ou mentale des pratiquants. Il crée également une mesure administrative d'interdiction temporaire ou définitive de diriger un club dans certaines conditions. Bien entendu, aucun texte n'est parfait et celui-ci ne fait pas exception à la règle. Mais j'ai la conviction que les acquis de la commission d'enquête, et ne nous le cachons pas, maintenir la pression sur les fédérations, il pourrait être amélioré, nous en avons tous conscience. En effet, plusieurs questions méritent d'être posées. S'agissant du contrôle de l'honorabilité, une réflexion sur son champ, en particulier, devra être conduite dans le cadre du projet de loi sur le sport promis par la ministre après les Jeux olympiques et paralympiques. Selon moi, l'ensemble des personnes intervenant auprès des mineurs au sein des EAPS devraient voir leur honorabilité contrôlée. Tel n'est pas le cas aujourd'hui, puisque certaines catégories de licenciés ne sont pas contrôlées et certains intervenants dans les clubs ne sont pas licenciés. Afin d'assurer l'effectivité du contrôle et d'éviter au mieux le contact des mineurs avec des personnes dangereuses pour leur intégrité, un élargissement du contrôle de l'honorabilité à l'ensemble des licenciés pourrait être envisagé. Or, ces deux réformes essentielles ne semblent pas encore arrivées à maturité. Des questions d'ordre économique liées au coût des licences, d'ordre matériel et juridique se posent. J'ai été alerté lors des auditions sur la nécessité de rendre le SI honorabilité plus robuste de façon à permettre la montée en charge progressive du contrôle. En outre, une augmentation des effectifs des services déconcentrés me semble absolument incontournable si l'on veut que le contrôle soit crédible et par conséquent dissuasif. Voilà pourquoi, mes chers collègues, je vous propose que nous en tenions au présent texte. J'ai la conviction que le monde sportif est prêt à opérer cette évolution et que très bientôt, le contrôle de l'honorabilité sera parfaitement routinier. J'en veux pour preuve le climat extrêmement constructif dans lequel se sont déroulées les auditions que j'ai menées. De nombreux dirigeants sportifs reconnaissent désormais la nécessité du contrôle de l'honorabilité. D'ores et déjà, le dispositif est monté en puissance dans les fédérations, comme en témoignent les derniers chiffres que m'a communiqué Fabienne Bourdet. Au 1er février 2024, 1,66 million de bénévoles avaient vu leur honorabilité contrôlée, dont 770 000 exploitants de APS, 750 000 éducateurs sportifs et 140 000 arbitres et juges. En mai 2023, 1 million avait été contrôlé et 1,2 million au 6 novembre. Mes chers collègues, ce texte n'est qu'une étape, mais une étape indispensable. En l'adoptant conforme, vous contribuerez à renforcer la protection des pratiquants. Je vous remercie par avance. Et avant de terminer, j'adresse mes remerciements les plus sincères à Thomas Delvecchio et Bernard Ledrezen pour leur écoute, leur disponibilité et leur efficacité. Et on les autorisera à nous quitter à 11h, puisqu'ils sont... Ils doivent se rendre à titre personnel, voilà, à la cérémonie d'hommage de Robert Badinter. Merci.
Merci Madame la rapporteure. Oui, juste pour préciser aussi que la présidente Isabelle Roche s'est rendue aussi, est partie pour se rendre à l'hommage de Robert Badinter, d'où ma présence ce matin pour la remplacer. Et maintenant, nous allons passer donc aux orateurs des groupes et nous allons commencer pour 4 minutes avec Stéphane Mazard pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Recevoir le monde entier en France cette année à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques est un événement sans précédent. Il doit nous rendre fiers et doit nous permettre de vivre un grand moment de cohésion nationale. Mais c'est surtout dans l'héritage que laisseront ces Jeux que se mesurera la réussite de cet événement planétaire. C'est d'ailleurs l'examen de cet héritage espéré tant matériel qu'immatériel qui constitue l'essentiel du rapport que j'ai co-rédigé avec mon collègue Stéphane Peu dans le cadre de notre mission d'information sur les retombées économiques et sociales des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et au titre de cet héritage, nous avions déjà bien identifié celui consistant à profiter de l'écho permis par cet événement pour renforcer l'éthique dans le sport. Et pour cause, rappelons-nous, 2020, Sarah Abitbol crée une onde de choc en dévoilant les abus sexuels, dont des viols, dont elle a été victime de la part de son entraîneur pendant des années. Révélation qui libérera ensuite la parole d'un grand nombre d'autres sportifs, commençant ainsi à fissurer l'omerta, jusqu'alors particulièrement de mise dans ce milieu. 2022, plusieurs affaires secouent les toutes puissantes fédérations françaises de football et de rugby, entraînant d'ailleurs les départs de leurs présidents emblématiques respectifs. 2023, c'est notre Assemblée qui se saisit du sujet, en constituant à l'initiative du groupe écologiste une commission d'enquête relative aux défaillances de fonctionnement au sein des fédérations sportives. Comme bon nombre de collègues ici présents, j'ai composé cette commission qui a présenté son rapport et formulé plus de 60 recommandations. Le travail de cette commission d'enquête a dressé un constat particulièrement alarmant par le nombre très important de faits révélés, par les divers traumatismes soufferts par les victimes et par une prise de conscience et des réponses apportées largement insuffisantes de la part des dirigeants et responsables. Aussi, il nous appartient de continuer à agir, mais permettez-moi quand même de rappeler que sur ces sujets, cette majorité n'est pas restée inactive. 2020, mise en œuvre de la Convention nationale sur la prévention des violences sexuelles et réaffirmation du principe de contrôle d'honorabilité pour les fonctions d'encadrant et d'exploitant, création de la plateforme Signal Sport, 2021, obligation de recueil d'identité de tous les licenciés, libre consultation du fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles pour le contrôle d'honorabilité des encadrants, y compris bénévoles. Il faut bien mesurer l'avancée que ces mesures ont permis. 500 000 contrôles fin 2022, le double en mai 2023 et un objectif de 2 millions de bénévoles contrôlés pour l'année 2024. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui permet d'être encore plus efficient dans le repérage et la mise hors d'état de nuire de personnes potentiellement dangereuses. Tout d'abord, en alignant les modalités de contrôle d'honorabilité dans le domaine du sport à celles en vigueur dans le secteur social et médical issu de la loi Taquet, avec une double vérification du casier judiciaire d'une part, mais aussi du FIJES d'autre part. De plus, en faisant peser sur les dirigeants de clubs une interdiction de diriger en cas de manquement à leur obligation de signalement. Enfin, en permettant d'écarter les personnes condamnées dans un pays étranger pour des faits contraires à l'honorabilité attendue sur notre sol. Voter cette proposition de loi dans les termes identiques de ceux du Sénat doit nous permettre d'apporter une nouvelle réponse rapide et efficace, même si nous savons que ce sujet méritera qu'on y revienne dans le cadre d'une loi post-Jeux Olympiques et Paralympiques, où nos réflexions pourront alors être inspirées des différents rapports des missions d'information et commissions d'enquête de notre Assemblée, mais aussi de celui du Comité national pour renforcer l'éthique et la vie démocratique dans le sport, co-présidé par Marie-Georges Buffet et Stéphane Diagana, et dont l'une des mesures parmi les plus ambitieuses est celle de la création d'un comité d'éthique indépendant, à l'instar de la FLD, préconisation qui fait d'ailleurs écho à celle contenue dans le rapport que Stéphane Peu et moi-même avons co-rédigé. Je sais, Madame la rapporteure, votre engagement sur ces sujets d'éthique et de gouvernance dans le sport, ainsi que celui de bon nombre de nos collègues ici présents. Il est donc souhaitable qu'un consensus puisse nous permettre de voter en urgence ce texte dans le cadre de la procédure de législation en commission, avant d'aller sur ce sujet encore plus vite, plus haut et plus fort ensemble, après les Jeux Olympiques et Paralympiques. Je vous remercie. Julien Audoul pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chers collègues.
Ces dernières années, de nombreux cas de violence, et en particulier de violences sexuelles, ont été mis en lumière dans le milieu sportif. La parole semble enfin se libérer chaque jour un peu plus, ce qui doit nous amener collectivement à prendre conscience de ces drames longtemps passés sous silence. La commission d'enquête parlementaire sur les défaillances au sein des fédérations sportives a pu auditionner dans le cadre de ses travaux des sportives ayant subi des violences sexuelles de la part de leur entraîneur durant plusieurs années. Je pense bien sûr à Sarah Abitbol, ancienne patineuse artistique, ainsi qu'à Angélique Cauchy, ancienne joueuse de tennis, qui nous ont livré des témoignages bouleversants. Des agressions sexuelles à répétition par leur entraîneur, la loi du silence, l'emprise de l'adulte, la honte cachée. Comme cela est rappelé très justement dans l'exposé des motifs de cette proposition de loi, les victimes de violences sexuelles sont dans 80% des cas des petites filles âgées de 4 à 9 ans. Aucun enfant ne devrait subir cela. Aucun club de sport ne devrait se transformer en enfer pour un enfant. Depuis le lancement d'une cellule de signalement de faits de violence ou de violences sexuelles en 2020, 904 signalements et 424 interdictions d'exercer ont été effectués en 3 ans. S'agissant des cas de violences sexuelles, 84% des victimes sont des mineurs. Malgré l'augmentation du nombre de contrôles, passant de 500 000 à la fin 2022 à 1 million en mai 2023, introduisant l'obligation du recueil de l'identité complète de toute personne susceptible de devenir éducateur sportif ou d'intervenir auprès des mineurs, les faits de violence dans le sport ne semblent pas baisser. Oui, beaucoup de fédérations sportives sont concernées par les violences sexuelles. Néanmoins, il est dommage dans cette proposition de loi de ne pas avoir fait le choix d'évoquer d'autres types de dérives, d'autres violences, comme celles liées au développement du communautarisme ou de l'islamisme, qui touchent également les mineurs. Chacun le sait, et c'est désormais largement documenté, les clubs sportifs sont désormais le terreau fertile de l'idéologie islamiste, qui gangrène nos terrains ainsi que nos vestiaires et représente un danger grave pour la cohésion sociale et nationale. Les mineurs sont les premières victimes de cette subversion et de ces embrigadements dangereux. L'ancienne ministre des Sports, Roxana Maracineanu, déclarait en 2021 que 127 associations sportives avaient été identifiées comme étant en relation avec la mouvance islamiste, dont 29 seraient tenues par l'islam radical. Parmi elles, des collectifs comme les hijabeuses cherchent à imposer le voile islamique sur le terrain, pendant que d'autres entraîneurs autorisent les prières dans les vestiaires. Ces dérives islamistes ont bien sûr des conséquences sur les enfants ou les adolescents qui se retrouvent endoctrinés et dans le pire des cas deviennent des instruments au service de cette idéologie mortifère. Entre 2012 et 2016, il faut rappeler qu'en France, la totalité des auteurs d'attentats terroristes sont passés par des clubs de sport. L'auteur de l'attentat contre Samuel Paty en 2020 avait sa licence dans un club de free fight et de lutte dont les signes d'islamisation, si je pouvais terminer mon propos, Madame la Présidente, dans le calme, ce serait intéressant. S'il vous plaît, laissez parler l'orateur. Merci. Merci, Madame la Présidente. Mais dans ce cas, vous sortez, Madame. Dans ce cas, vous sortez, Madame. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Si vous ne respectez pas mon propos... S'il vous plaît, merci. Merci, Madame la Présidente. Vous le voyez, les violences dans le sport qui touchent les enfants, les adolescents, les violences sous toutes leurs formes sont encore loin d'être éradiquées des fédérations sportives. L'objectif de cette proposition de loi est noble, assurer l'honorabilité des éducateurs sportifs. Cette tâche, cette mission est fondamentale. On ne peut que soutenir les progrès réalisés en matière de contrôle de cette honorabilité qui le systématise et le rend plus efficace en assurant notamment la coopération des dirigeants de clubs sportifs. Il reste beaucoup à faire, mais nous sommes sur le bon chemin. Pour ces raisons, le groupe Rassemblement national votera évidemment pour ce texte. Je vais laisser la parole maintenant à François Piquemal pour la France Insoumise. Oui, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, alors je suis très heureux ce matin d'être avec vous dans cette commission. Vous savez que ce n'est pas ma commission attitrée, je viens de la commission défense. Et heureusement que je suis arrivé assez tôt, sinon, si je m'en étais tenu aux paroles de M. Odoul, je me serais dit que c'est la commission fantasme et islamophobie. Mais nous sommes bien en commission des affaires sportives.
À ce propos, je veux commencer par une citation. Je ne veux pas que des enfants se retrouvent dans la même situation et honte d'eux-mêmes. C'est les paroles de Patrice Evra dans son livre et dans des entretiens qu'il a fait sur l'histoire qui lui était arrivée lorsqu'il était jeune, où il s'est fait agresser sexuellement. Et c'est tout l'objet, je pense, de ce texte de loi, de faire en sorte que cela n'arrive plus. Alors ce texte de loi, il arrive après le rapport de la commission d'enquête sur les dérives des fédérations sportives, et je veux saluer bien sûr, Sabrina Sebaï qui a mené avec Madame Bellamy ce rapport, mais aussi toutes les collègues et tous les collègues qui ont contribué sur un sujet majeur. Et on notera que le Rassemblement national n'a pas saisi que les agressions sexuelles au sein des fédérations sportives qui ont pu avoir lieu, les discriminations, étaient un sujet qui méritait d'être traité, puisqu'il a décidé de quitter cette commission piteusement. Donc cette proposition de loi vient après cette commission d'enquête renforcer le dispositif de contrôle d'honorabilité des intervenants en milieu sportif classés au contact des mineurs, et ainsi leur interdire d'exercer des fonctions d'encadrant aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation pour crime et délit. Alors forcément, c'est quelque chose qui va dans le bon sens, mais qui se heurte, à notre sens, à quelques limites que je tenais à quand même préciser ici. D'abord, cette proposition de loi n'entend pas le contrôle d'honorabilité à tous les intervenants. Par conséquent, certains accompagnateurs non sportifs, les recruteurs et tout bénévole non licencié ne sont pas assujettis à ce contrôle. C'est un biais qu'il faudra améliorer évidemment à l'avenir et voir comment on peut s'y prendre pour corriger cela. Elle est aussi un peu en deçà des recommandations du rapport justement de la commission d'enquête. Aussi, c'est pour ça que nous allons présenter un certain nombre d'amendements, en tout cas que nous avions prévu de le faire, sur l'intégration donc des recruteurs dans la liste des personnes susceptibles d'un contrôle d'honorabilité, l'intégration des bénévoles non licenciés, et un amendement aussi qui nous tient à cœur, c'est l'exclusion de la liste des délits pour une personne de ne pas se disperser lors d'une manifestation. Parce que cela peut concerner beaucoup de personnes, y compris récemment les agriculteurs qui étaient en mouvement social et qui ont peut-être eu des sommations de se disperser et ne l'ont pas fait, et donc ne pourraient plus être bénévoles ou éducateurs dans un club sportif. Donc voilà, Madame la rapporteure, quel est notre point de vue sur cette PPL qui va dans le bon sens, mais dont certaines choses méritent certainement d'être corrigées tout de suite ou à l'avenir. Je vous remercie. Je vous remercie. Maxime Minot pour les Républicains. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure. Merci avant tout pour la présentation de ce rapport et le précieux travail que vous avez fourni. Je sais votre amour pour le sport et peux témoigner ici de votre assiduité à nos travaux du groupe Jeux Olympiques et Paralympiques. Vous l'avez dit, le sport est essentiel pour la cohésion nationale et pour le quotidien de nos concitoyens. C'est souvent, pour la plupart d'entre eux, un moyen d'évasion et de bien-être dans un quotidien rendu difficile par l'inflation ou le contexte géopolitique. Cette année 2024 est une année majeure pour le sport français, puisque dans moins de 162 jours se tiendra le début des Jeux de Paris 2024. L'occasion des Jeux est une opportunité rare pour rassembler les Français autour de valeurs communes, du sport et des Jeux pour faire nation. L'occasion aussi de soutenir sans faille nos athlètes, porte-drapeau de notre beau pays. Je tiens à le redire ici, la période des Jeux Olympiques et Paralympiques est un moment opportun pour donner à chacun l'envie de pratiquer une activité sportive pour le bien-être de chacun. Vous l'avez dit, Madame la rapporteure, nos collègues Stéphane Mazard et Peu ont souligné dans leur rapport d'information l'impérieuse nécessité de faire des Jeux une occasion de renforcer durablement l'éthique du sport, notamment dans un contexte marqué par des affaires relatives à la probité de dirigeants du mouvement sportif ou des scandales liés à des violences sexuelles. Il est important que la question de la protection des mineurs et de l'honorabilité dans le sport soit prise à bras-le-corps après les différents scandales qui nous ont tous profondément choqués. Vous l'avez dit, ce texte est une première étape et il faudra aller plus loin. Mais si l'on veut encourager les Français à faire du sport et résoudre cette question est un préalable. Vous l'avez dit, il y a un risque d'exposition aux violences dans le sport plus élevé que dans d'autres secteurs
et l'omerta qui caractérise le milieu sportif est un phénomène ancien qui persiste malgré la vague de libération de la parole intervenue depuis 2020. Et cette libération, dont on ne peut que se réjouir, déclenchée par le témoignage de la patineuse Sarah Abitbol, est à souligner. Elle a permis de créer une onde de choc entraînant la réaction des pouvoirs publics et la mise en place de certaines mesures. Il existe certes une obligation d'honorabilité pour les éducateurs sportifs, qu'ils soient professionnels ou bénévoles. Néanmoins, jusqu'à présent, seuls les éducateurs professionnels faisaient l'objet d'un contrôle systématique et annuel. Or, l'encadrement du sport français repose principalement sur les bénévoles. On en dénombre 2 millions pour 250 000 éducateurs professionnels. Jusqu'à la mise en place en 2022 du contrôle automatisé d'honorabilité, près de 90% des éducateurs sportifs voyaient leur honorabilité vérifiée uniquement à l'occasion d'un contrôle sur place par les services déconcentrés du ministère des Sports. Le Sénat a donc voté cette PPL permettant d'aligner notamment les modalités du contrôle d'honorabilité des éducateurs sportifs sur celles applicables au secteur social et médico-social, renforcées par la loi relative à la protection des enfants adoptée en février 2022. Il a également instauré une obligation pour les dirigeants de clubs de signaler auprès de l'autorité administrative les comportements à risque des bénévoles qu'ils emploient et a introduit bien évidemment une mesure administrative d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer. Il exige aussi pour un dirigeant de club qui emploierait un éducateur sportif au mépris du contrôle de l'honorabilité refuserait de signaler des comportements à risque dans son club ou qu'il présenterait lui-même un danger pour la sécurité ou la santé morale et physique des pratiquants. Alors, vous l'avez dit, Madame la rapporteure, cette proposition de loi permettra d'accompagner la montée en puissance du contrôle de l'honorabilité. Elle va dans le bon sens et le groupe Les Républicains se réjouit de voir aujourd'hui un tel texte examiné par notre commission. Nous vous remercions encore pour le travail que vous avez effectué. Merci. Je laisse la parole maintenant à Sophie Mette pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente, Madame Rouault, Madame la rapporteure. Le groupe démocrate vous remercie pour la reprise de cette proposition de loi venue du Sénat. J'ai la conviction que ce texte fera l'unanimité car il s'agit de la protection de nos enfants dans le monde du sport. La commission d'enquête relative aux défaillances dans le mouvement sportif a beaucoup fait parler d'elle. Ça a été un électrochoc pour notre pays. Il existe bien des violences dans le monde du sport et les mineurs en souffrent. Ce n'est pas le cas dans tous les clubs, évidemment, mais le harcèlement, les agressions, les violences sexistes et sexuelles demeurent. Un effet d'omerta, maître mot de nos auditions, leur permet de prospérer. J'étais vice-présidente de cette commission d'enquête et le texte que vous nous présentez, Madame la rapporteure, participera à endiguer les drames en étendant le contrôle d'honorabilité aux encadrants sportifs pour mieux repérer et écarter les comportements douteux. Il s'agira aussi d'instaurer une obligation de signalement pour les dirigeants du club, ainsi qu'une interdiction d'occuper cette dernière fonction en cas de comportement nocif. Ce sont des mesures de bon sens et nécessaires. Mais il faudra suivre de près leur application pour ne pas que persistent des problèmes techniques. Nous regretterons simplement que ces dispositifs soient limités. Il y aurait eu plus à faire peut-être et à travailler avec les conseils départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative, les comités sociaux et économiques ou simplement l'extension des contrôles à tous les bénévoles. Votre souhait est de ne pas empiéter sur ces sujets afin de faire déjà un premier pas. Nous vous suivrons dans cette démarche dans l'attente de la grande loi d'héritage des Jeux olympiques et paralympiques promise par le gouvernement. Je vous remercie. Je vous remercie. Je laisse la parole maintenant à Fatia Kouachi. Pardon, excusez-moi, Fatia Keloua Hachi, socialiste et apparentée. Désolée. Je vous en prie, on prend l'habitude malheureusement, Madame la Présidente. Mais merci à vous en tout cas. Merci à la rapporteure aussi pour son travail. Bon, c'est une réalité. Quand il y a des problèmes de famille, il faut les traiter en famille. Ces mots adressés par un ancien cadre d'une direction technique nationale à la commission d'enquête relative aux défaillances du fonctionnement du mouvement sportif sont édifiants à deux égards. Édifiants car ils sont symptomatiques de la croyance encore trop présente selon laquelle les violences sexuelles et leur traitement sont des problèmes d'ordre familiaux. Édifiants parce qu'ils sont symptomatiques aussi de l'omerta qui régit toujours dans le monde sportif français. La famille ici, c'est l'association sportive. Et si l'inverse est malheureusement plus souvent la norme, lorsque l'association ne protège pas, l'État doit le faire.
Au 31 décembre 2022, 3 ans après la création de la cellule Signal Sport, 907 personnes, dont 96% d'hommes, sont mises en cause. Parmi eux, 562 sont des éducateurs sportifs, dont 154 bénévoles. Il faut le rappeler, 82% des victimes étaient mineures au moment des faits, dont 41% avaient moins de 15 ans. Le rapport de la Civis publié en novembre 2023 confirme que le sport est un domaine qui expose davantage ses pratiquants aux violences sexuelles. Dans 3/4 des cas, l'agresseur est un éducateur sportif et 75% des victimes rapportent des agressions sexuelles. Pour la plupart des victimes, les violences sont subies dans la durée, entre 1 année et 3 ans, et elles ont lieu plusieurs fois par mois pour 6 victimes sur 10. Si les violences sexuelles dans le sport ne sont pas un phénomène récent, il a fallu attendre malheureusement 2019 et le témoignage de Sarah Abitbol pour voir le ministère chargé des Sports réagir, malgré des alertes déjà lancées plus tôt par Catherine Moyon de Bec et par Isabelle de Mongeau et tant d'autres victimes que je tiens à saluer parce que je les ai toujours trouvées très courageuses et je réaffirme mon total soutien à toutes ces victimes. 3 ans après, pourtant, l'inertie du mouvement sportif et le manque de moyens alloués au service de l'État sont encore des freins majeurs au déploiement d'une politique efficiente de prévention, de traitement des signalements et d'accompagnement des victimes de violences sexuelles. Je tiens en ce sens à remercier mes collègues sénateurs Sébastien Pla et Jean-Jacques Lozach, ainsi que ma collègue Claudia Rouault, de proposer dans ce texte des dispositions concrètes répondant en partie à l'urgence de la situation. L'alignement des modalités du contrôle d'honorabilité des éducateurs sportifs sur celles du secteur social et médico-social et l'obligation de signalement pour les dirigeants de clubs sont des avancées salutaires. Cette proposition de loi marque une première étape d'un travail législatif qui doit être poursuivi et approfondi. Les travaux essentiels menés par la commission d'enquête doivent être complétés par une mission confiée à l'inspection générale. Les recommandations de ces 2 rapports devront alimenter la future loi cadre sur l'éthique dans le sport, annoncée par notre ministre des Sports et que j'appelle de mes vœux. Ainsi, pour doter les agents de l'État d'outils nécessaires à leur mission, pour responsabiliser le mouvement sportif, sanctionner les dirigeants et les fédérations défaillantes, le groupe socialiste votera pour cette proposition de loi. Je vous remercie. Je vous remercie. Je laisse la parole à Béatrice Bellamy pour Horizon et apparentés. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure. Vous l'imaginez bien, on ne peut pas sortir de 6 mois de travail sur les violences sexistes et sexuelles, sur les discriminations et les défaillances au sein des fédérations sportives, sans avoir ce sujet chevillé au cœur, et cette fois dans la lutte contre l'omerta. C'est donc pour cela et pour plusieurs autres raisons que je me réjouis de l'examen de ce texte. Je souhaite vivement qu'il recueille une bienveillance transpartisane, à l'instar de ce qu'a été la commission d'enquête que j'ai eu l'honneur de présider. Je veux d'ailleurs vivement vous remercier, Madame la rapporteure, d'y avoir pris part. Notre travail commun a permis de maintenir la société en alerte, de poursuivre le mouvement de libération de la parole et, j'en suis certaine, de proposer de justes préconisations. Je suis heureuse que dès à présent, par cette proposition de loi, nous puissions légiférer pour renforcer la protection des mineurs pratiquants et les conditions du contrôle d'honorabilité. Il faut sans cesse le rappeler, dans l'immense majorité des cas et des lieux de pratique, le sport permet la transmission de belles valeurs et demeure un des plus beaux moteurs pour le lien social. Ces lieux devraient toujours rester des espaces de confiance et d'épanouissement pour tous, et bien évidemment pour les mineurs en particulier. Nous le savons, l'âge des pratiquants, la relation entraîneur-entraîné, le rapport particulier au corps, les situations de huis clos dans les centres d'entraînement ou les internats peuvent donner lieu à des situations dramatiques. Catherine Moyon de Bec ou Sarah Abitbol ont eu le courage de témoigner et de briser le silence. Les témoignages de ces pionnières ont été le point de départ d'une prise de conscience de la grande graine à l'œuvre. Cela a ouvert la voie de nouvelles politiques publiques. Je pense notamment à la création de la cellule Signal Sport en 2020. Sa notoriété n'est clairement pas suffisante. Je salue toutefois la nouvelle campagne de sensibilisation. Elle doit ancrer dans les esprits que signaler n'est pas une option, mais une obligation.
Je pense aussi au contrôle de l'honorabilité existant, pourtant depuis 2006, qui a été étendu aux bénévoles occupant certaines fonctions dans les instances sportives. Ce texte va nous permettre d'inscrire dans la loi le principe d'annualité du contrôle de l'honorabilité des éducateurs sportifs, des exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives, mais aussi des juges et arbitres. Inutile de préciser qu'une vérification avant l'entrée en fonction est bien évidemment requise, mais force est de constater que ce n'est pas toujours le cas. Ce contrôle sera matériellement réalisé grâce à la consultation du bulletin numéro 2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violences, le FIJES. Notons également que cette précision a toute son importance puisqu'à l'heure actuelle, certains contrôles ne sont pas opérants dans la mesure où seul le FIJES est consulté sans le B2. Par ailleurs, cet article introduit une incapacité d'exercice pour les personnes condamnées par une juridiction étrangère, ce qui semble tout à fait cohérent avec l'esprit du texte. Dans un deuxième temps, et nous l'avons évoqué, signaler n'est pas une option. Cette proposition de loi prévoit la création d'une obligation de signalement et je m'en réjouis. Cet article crée également une mesure administrative d'interdiction temporaire ou définitive de diriger un club dans certaines conditions. Avec l'ensemble de mes collègues du groupe Horizon, nous exprimons un plein soutien à ce texte. Nous partageons une ambition commune, œuvrer pour que le sport reste pour les sportifs et pour chaque acteur un plaisir et une chance, que les pratiquants, les encadrants et les bénévoles se sentent protégés et en sécurité. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour les écologistes, Sabrina Sebailly. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Elle s'appelle Angélique Cauchy, violée à 400 reprises par son entraîneur. Elle s'appelle Sarah, victime de violences et de viols entre ses 15 et 17 ans. Il s'appelle Emma, Patrick, Théo, Catherine, Laurent, Manon et comme des milliers d'autres, ils n'ont pas été protégés par l'État. Ils n'ont pas été protégés par un ministère des Sports défaillant et dysfonctionnel qui a longtemps refusé de traiter, de voir, d'agir contre ces violences. Un ministère qui, parfois à la recherche obsessionnelle de médailles et de performances, s'est retrouvé tétanisé lorsqu'étaient remontés les agissements d'entraîneurs, de bénévoles ou d'étoiles montantes du sport. Confier son enfant, c'est un acte de confiance. Cette confiance, elle a été brisée. Elle est brisée quand un enfant sur 7 est victime de violences dans le sport. Brisée quand la proportion de viols sur mineurs y est extrêmement élevée dans notre société, avec plus de 27 témoignages auprès de la Civise, et quand les violences y durent plus longtemps que la moyenne. Les agresseurs y prospèrent parfois en toute impunité, passant de club en club, sans jamais être vraiment inquiétés ou si peu. Alors il faut le dire, si nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter de cette proposition de loi, c'est avant tout grâce à ceux et à celles qui ont eu le courage de témoigner. C'est grâce à ceux et à celles qui ont réussi, après avoir été brisés, à porter la parole de tant d'autres et qui ne se relèveront peut-être jamais. C'est pour eux, comme pour elles, qui ont aujourd'hui la force d'avancer malgré tout, que ce texte est important. Ces dernières années, l'arsenal législatif ainsi que l'appareil administratif se sont renforcés. Mais jusqu'où et à quel prix ? Lors des travaux de la commission d'enquête dont j'étais la rapporteure, j'ai pu constater, ainsi que vous, Madame la rapporteure, les insuffisances du contrôle d'honorabilité. Depuis 2006, toute personne condamnée pour des infractions à caractère sexuel est interdite d'encadrer une activité sportive. Toute personne. 220 000 éducateurs professionnels, 2 millions de bénévoles. Il aura fallu attendre 2021, soit 15 ans, pour que les bénévoles soient contrôlés. 15 ans, c'est déjà au-delà de l'âge moyen des mineurs victimes de violences sexuelles et sexistes dans le sport, qui le sont plutôt à 11 ans. Lorsque le ministère a été interrogé à ce sujet, 42 fédérations n'étaient pas à jour du contrôle d'honorabilité. Et seulement 50% des bénévoles sont contrôlés aujourd'hui, et uniquement sur le FIJES et pas sur le B2. Je vous laisse donc juger de l'importance de ce qui a été donné à cette obligation jusqu'à présent. Le garde des Sceaux, devant notre commission d'enquête relative au dysfonctionnement, nous indiquait qu'en 2023, 70 000 casiers B2 et 80 000 FIJES avaient été vérifiés pour contrôler les éducateurs sportifs, alors qu'ils sont au nombre de 200 000 et que leur contrôle est obligatoire chaque année. Qu'a-t-on donc l'État pour respecter ses propres textes ? Pourtant, la ministre nous en a assuré, nous avons déjà trop attendu. Oui, l'attente est devenue coupable. Et je remercie Madame la rapporteure, ma chère collègue Claudia, de faire partie de celles et ceux qui ne veulent plus attendre, car nous le devons aux victimes, à leurs proches et au monde du sport. Alors, à ne plus attendre maintenant, il est temps d'exiger. Nous exigeons que des moyens conséquents soient débloqués pour les services du ministère
pour qu'enfin, plus aucun encadrant passe à travers le filet du contrôle d'honorabilité. Nous exigeons le respect des victimes, qu'elles n'attendent plus de manière insoutenable, que ce ne soit plus elles qui soient mises à l'écart, qu'elles soient accompagnées, qu'elles ne soient pas jugées et qu'elles soient crues. Nous exigeons de ne plus attendre. Et le groupe écologiste votera bien évidemment en faveur de ce texte, qui est une première étape. Je pense qu'il y a d'autres recommandations sur lesquelles on pourra travailler ensemble. Et j'invite chacun ici à se poser une seule question pour guider son vote. Et si c'était mon enfant ? Et peut-être un dernier mot, parce que je dois avouer que j'étais assez choquée par l'intervention du RN. Si la question des violences sexuelles vous préoccupait tant que ça, vous n'auriez pas quitté la commission d'enquête juste après le témoignage des victimes. Je trouve ça indécent de votre part d'instrumentaliser un sujet aussi grave dans la société. Je vous remercie. S'il vous plaît, merci. Merci. Je laisse la parole à Martine Froger pour le groupe Lyotte. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la rapporteure pour votre propos liminaire. Depuis 2020, les témoignages de violences sexuelles ont secoué le monde sportif. Pas seulement car les victimes ne parlaient pas, mais aussi surtout car elles n'étaient pas entendues. L'avalanche de témoignages reçus par la commission d'enquête parlementaire sur les défaillances dans les fédérations sportives montre à quel point nous n'en sommes qu'au début de la prise de conscience de ce phénomène d'une gravité absolue. Notre groupe se réjouit de l'inscription de cette proposition de loi à notre ordre du jour, un texte porté par le sénateur Sébastien Pla, que je salue personnellement. Les Jeux olympiques que nous accueillerons dans quelques mois doivent être l'occasion de renforcer l'exemplarité du monde sportif français à tous les niveaux, et certainement pas nous conduire à détourner les yeux ou à renforcer l'omerta. Plus que jamais, nous devons mettre fin à la culture du secret et à la culture de l'impunité. Nous devons protéger les mineurs de toute violence et nous assurer que les personnes qui les encadrent ne présentent aucun danger. C'est la responsabilité de tout un système qu'il faut interroger, et en premier lieu celle de l'État qui délègue un service public aux fédérations. Avant tout, il faut mettre fin aux lacunes en matière de prévention. C'est tout l'enjeu du contrôle d'honorabilité des encadrants et des dirigeants que renforce ce texte. En effet, le double contrôle du bulletin numéro 2 du casier judiciaire et du FIJES est indispensable dans la mesure où ils ne contiennent pas les mêmes informations et ne répondent pas aux mêmes règles. Le caractère annuel du contrôle serait également plus à même de mettre en place une politique de prévention dans la durée. Toutefois, le caractère opérationnel de ce contrôle ne sera garanti qu'à condition de résoudre tous les freins techniques qui ont empêché jusqu'ici le contrôle automatisé de toutes les fédérations. Nous saluons également la disposition ajoutée par les sénateurs et qui comble une faille juridique. Si le préfet peut prendre une mesure administrative d'interdiction d'exercer pour les éducateurs sportifs, potentiellement dangereux, il ne peut pas le faire pour les dirigeants de clubs. Sanctionner les dirigeants réticents à s'engager pleinement contre les violences commises au sein de leur club est indispensable pour que ceux-ci s'acquittent de leurs responsabilités et veillent à la sécurité des mineurs. Pour autant, l'objectif n'est pas non plus de faire peser trop de responsabilités sur les directeurs de clubs qui donnent bénévolement de leur temps. Mais peut-être qu'une précision sur ce qui est attendu de ces derniers et sur ce qui constitue un comportement dangereux mériterait d'être apportée. Toutefois, les travaux de la commission d'enquête parlementaire doivent nous inciter à amplifier notre politique de prévention, de protection et aussi de sanctions. Plusieurs recommandations devront trouver parallèlement à cette loi une concrétisation rapide, notamment la création d'une autorité indépendante extérieure au mouvement sportif, le conditionnement du versement des subventions à l'ANS à la démonstration par les fédérations sportives de la bonne réalisation du contrôle d'honorabilité, la formation des bénévoles des clubs exerçant des fonctions d'encadrement avec un module spécifique sur les violences sexuelles et sexistes. Tout cela exige enfin des moyens renforcés, notamment en direction des ressources humaines des services déconcentrés départementaux de l'engagement de la jeunesse et des sports. Dans l'attente, notre groupe soutiendra évidemment cette proposition de loi. Merci. Je vous remercie. Je vais laisser la parole maintenant à Madame la rapporteure pour répondre aux orateurs et ensuite nous aurons 7 questions. Merci Madame la Présidente.
Donc je reprends par ordre d'orateur pour nos collègues Mazars. Merci, je vous remercie une nouvelle fois pour votre travail avec Stéphane. Stéphane qui est dans une autre commission ce matin, qui ne pouvait pas assister. Et vous avez parlé du rapport de Buffet-Diagana, mais ils n'avaient pas abordé l'honorabilité. Je ne les ai pas cités à ce titre-là, mais bien évidemment qu'ils ont fait un gros travail, comme beaucoup d'entre vous. Monsieur Odoul. Alors, donc, je vous rappelle quand même que la mission d'enquête n'abordait pas le sujet que vous abordez régulièrement, et que toutes les personnes qui sont condamnées pour des actes de terrorisme, bien évidemment, que n'auront jamais d'autorisation d'encadrer dans des clubs. Et je crois qu'on vous l'avait déjà dit, mais vous avez tout à fait le droit de proposer vous aussi une mission d'enquête si vous considérez que le sujet que vous abordez est d'importance. En tout cas, ce n'était pas le sujet de cette mission d'enquête. Et c'est vrai que vous auriez dû rester jusqu'à la fin parce qu'on est tous un peu marqués de ce qu'on a entendu. Monsieur Picmal, eh bien, merci pour avoir cité Fabrice Evra, parce qu'à chaque fois, on a tendance à citer des femmes qui étaient à la fois des jeunes filles, mais les violences sexuelles peuvent aussi atteindre les jeunes garçons. Donc, merci. Et puis, vous avez déposé des amendements, on pourra discuter de ces amendements et justement sur étendre à l'ensemble des bénévoles, et je vous expliquerai pourquoi aujourd'hui c'est quasiment impossible. Merci Monsieur Minot. Alors je réitère votre travail. Il y a des réunions quasiment toutes les semaines pour contrôler un peu tout ce qui se passe au niveau des JO, et puis merci pour votre confiance. Madame, alors, je ne vais pas dire Madame Kelouachi, donc j'excuse la présidente, c'est que le nom était mal indiqué, voilà, et qu'on ne connaît pas forcément le nom de tous nos collègues. Donc voilà, donc en fait, c'est les services qui vont prendre. Hein. Donc, juste un mot. Donc, merci pour ces propos, Fatia. C'est vrai que c'est un sujet, il était vraiment temps que pour la vie associative, eh bien, on soit dans les mêmes règles pour tous les établissements, bien sûr, accueillant des mineurs. Béatrice, également, merci. Comme Sabrina, vous avez fait un travail considérable. Moi, je considère qu'aujourd'hui, si on est tous à peu près... si on est tous d'accord, je le pense, pour voter cette loi, c'est qu'on a tous pris conscience, à travers cette commission d'enquête, de ce qui se passait dans les fédérations, de l'Omerta. Mais au-delà de ça, nous, parlementaires, nous en avons pris conscience. Mais ça va bien plus loin, parce que je peux vous dire que dans les auditions, les fédérations qui n'ont pas forcément toujours été très exemplaires lors des auditions, enfin pour une en tout cas, ça a été très très différent, et elle était même forte de propositions pour aller plus loin. Donc merci vraiment encore à toutes les deux pour votre immense travail. Et merci également, parce que là, j'ai plus de notes. Je ne sais plus, Sabrina, si ça termine par toi, Martine. Donc, effectivement, on doit aller plus loin, je l'ai dit. On va aborder ces sujets par les questions et par les amendements, mais c'est déjà un pas. Et je pense que le fait de voter ça aujourd'hui, ça nous permettra, vous avez vu, la montée en puissance, 1,2 million, 1,6 million en quelques mois après la mission d'enquête. Ça montre bien qu'on monte en puissance, et ça permettra déjà d'évaluer cette loi lorsqu'on nous aurons cette grande loi sport promise par la ministre Amélie Oudéa-Castéra. Merci. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Et je vais laisser la parole à Grazelia Melchior. Merci, Madame la Présidente. Madame la rapporteure, je souhaite saluer l'inscription à l'ordre du jour de notre commission de cette proposition de loi visant à renforcer la protection des mineurs et l'honorabilité dans le sport. Près d'un sportif sur 7 aurait été victime d'atteinte à son intégrité. Face à cela, notre devoir est de les aider à rompre l'omerta, et cette proposition de loi donne un signal fort. Elle vient en effet renforcer les dispositions que notre majorité avait portées dans le cadre de la loi confortant le respect des principes républicains. Celle-ci avait étendu le champ des personnes soumises au contrôle de l'honorabilité dans le sport aux éducateurs sportifs bénévoles licenciés. Ainsi, les auditions menées par la cellule ministérielle qui recense les violences sexuelles dans le sport ont révélé que sur la moitié des éducateurs et des encadrants licenciés bénévoles contrôlés, soit 1 440 000 incapacités, ont déjà été notifiées.
Cependant, Madame la rapporteure, je souhaiterais savoir si vous avez pu travailler et ainsi me dire de quelle manière nous pourrions également contrôler l'honorabilité des éducateurs bénévoles non licenciés et ce qu'il en est des éducateurs de clubs non affiliés à des fédérations. Je vous remercie. Merci. Belkir Belhaddad. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure. Je voudrais d'abord vous remercier, Madame la rapporteure, pour l'inscription de cette proposition de loi, vous remercier pour votre investissement, votre engagement sur les sujets sport, remercier également les sénateurs Pla et Jean-Jacques Lozach d'avoir initié la démarche. Le sport n'échappe pas au phénomène de violence sexuelle et autres formes de violence. Ça a été dit tout à l'heure et je me réjouis que cette parole soit libérée et que nos travaux puissent prendre en considération ce sujet grave. Je partage bien entendu l'esprit et la philosophie ainsi que l'ensemble des propositions inscrites dans cette proposition de loi. Je voudrais juste apporter peut-être quelques éléments au débat qui nous occupe et puis aux travaux qui peuvent être prolongés sur ce sujet, notamment sur certaines infractions qui peuvent soulever des questions sur leur pertinence dans ce contexte. Je fais notamment faire référence aux infractions liées à des manifestations récemment ajoutées au code pénal. Le simple fait de participer à une manifestation après sommation, d'organiser une manifestation non déclarée, de porter un masque lors d'une manifestation où des violences pourraient survenir, ou même d'entrer sans autorisation dans une enceinte scolaire, ne devrait-il pas être examiné avec un peu plus de nuance ? Nous devons trouver une certaine forme d'équilibre entre sécurité des mineurs et la réalité de cette situation-là. S'il vous plaît. Voilà, donc les éléments que je voulais apporter à ce débat à travers mon intervention et je voulais encore une fois remercier Madame la rapporteure. Monsieur Belhaddad. Emmanuel Antoine pour les Républicains. Merci Madame la Présidente. Depuis 2020, des centaines de dossiers de violences sexuelles ont été instruits impliquant des dizaines de fédérations sportives. Cela révèle l'ampleur de ce phénomène préoccupant. Et toutes ces révélations sur les violences sexuelles dans le sport sont de nature à ébranler la nécessaire confiance des parents souhaitant inscrire leur enfant dans un club sportif. Il est donc nécessaire de renforcer le contrôle de l'honorabilité dans le sport. Et nous comprenons qu'une adoption conforme permettrait une mise en œuvre avant les Jeux. Pour autant, il apparaît nécessaire d'aller plus loin. Et la création d'une obligation de licence est une piste intéressante. Les dispositions de cette proposition de loi n'offriront qu'une solution partielle à un problème grave tant qu'elles ne seront pas complétées par de telles mesures. Aussi, à quelle échéance proposez-vous d'adopter ces mesures complémentaires, à défaut de les introduire dès maintenant par voie d'amendement ? Je vous remercie. Emmanuel Pellerin. Merci Madame la Présidente. Madame la rapporteure, nous examinons aujourd'hui une proposition de loi urgente pour renforcer la protection des mineurs et l'honorabilité du sport. Cette initiative s'insère dans la continuité des mesures déjà prises par notre majorité visant à sécuriser l'environnement sportif. Depuis l'introduction du contrôle d'honorabilité et la création de la cellule Signal Sport en 2020, jusqu'à la loi de 2021 facilitant la vérification d'identité des licenciés, nos efforts ont été constants et significatifs. Tout en soutenant le vote conforme pour une mise en œuvre rapide, nous reconnaissons qu'il reste des axes d'amélioration, tels que l'extension du champ de contrôle d'honorabilité et la création d'une autorité indépendante pour traiter les violences sexuelles dans le sport. Face à ces enjeux, ma question est la suivante. Envisagez-vous d'intégrer les recommandations issues des différents rapports et commissions, notamment en termes d'extension du contrôle d'honorabilité et de création d'une autorité indépendante pour maximiser la protection des mineurs dans le sport. Merci infiniment. Merci. Alexandre Portier. Merci Madame la Présidente. Madame la rapporteure, je voudrais également à mon tour vous remercier pour le travail qui a été mené. Remercier également tous les clubs engagés parce que quand on soulève des problèmes comme ça, on voit tout ce qui va mal, mais il y a aussi beaucoup de clubs qui sont engagés sur le terrain, on le sait. C'est le cas dans beaucoup de nos circonscriptions et ils méritent d'être salués. L'article 2 de la présente loi crée une obligation de signalement pour les dirigeants envers les services de l'État des comportements des personnes présentant un danger pour la sécurité et la santé physique ou mentale des pratiquants. Je salue évidemment l'ajout de ces dispositions qui vient répondre à la commission d'enquête, commission qui révèle notamment un important retard de plusieurs fédérations dans la mise en œuvre du contrôle de l'honorabilité, pourtant automatisé depuis la rentrée sportive 2021.
Ma question était la suivante, pourquoi ne pas étendre l'obligation de signalement, non seulement aux dirigeants des clubs et fédérations, mais aussi à toutes les personnes encadrant des jeunes dans le cadre sportif? Je vous remercie. Je vous remercie. Béatrice Descamps. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure. Ce texte adopté à l'unanimité au Sénat représente une avancée certaine et nécessaire pour la protection des mineurs et un progrès dans le contrôle de l'honorabilité dans le sport. Je vous remercie Madame la rapporteure de le porter ici à l'Assemblée nationale. Toutefois, sur le sujet de la prévention, n'aurait-il pas fallu intégrer des dispositions au niveau local ? Sur le texte lui-même, à l'article 2, les notions de santé et de sécurité physique et morale auraient peut-être pu être complétées par la notion d'intégrité physique qui correspond selon nous au fait de porter atteinte au corps d'autrui, ce qui aurait été plus adapté au sujet de violence sexuelle. Par ailleurs, la notion de comportement, je tire le mot, nous semble assez floue. La formulation mériterait-elle peut-être d'être précisée et éclaircie. Je suis également assez inquiète de constater que le poids de la responsabilité puisse peser sur les dirigeants d'associations dans la crise du bénévolat que nous traversons. Je pense qu'il faut être attentif à ce sujet, mais je crois avoir compris, Madame la rapporteure, que vous allez pouvoir nous apporter quelques réponses. Je vous remercie. Et dernière question de Virginie Lanlot. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure. Merci pour cette présentation de cette proposition de loi. Elle est attendue par beaucoup de jeunes athlètes, par leurs familles, par les professionnels du sport et les encadrants et dirigeants de structures. Ce sujet est important pour notre jeunesse, le sport en France, notamment à l'aube des Jeux olympiques et paralympiques, pour que le sport soit synonyme pour tous de sérénité et de pratiques saines. Dans la proposition de loi, vous faites référence à 2 éléments principaux. Dans un premier temps, des changements concernant les contrôles, puis la mise en place d'une obligation de signalement de la part du club si des comportements à risque sont observés. Pour nos réflexions futures, il me semble cependant important d'intervenir sur les comportements et paroles déplacés en amont. En effet, s'il existe des actes de violence et des dérives entre jeunes, ils peuvent être amplifiés par les adultes ayant autorité sur les enfants, cette autorité pouvant amener à une sorte d'emprise. Ainsi, si l'enfant savait qu'un accompagnement était possible dans la dénonciation des actes et dans son parcours psychologique et sportif par la suite, la libération de la parole pourrait s'opérer plus facilement. De fait, quelles seraient alors les mesures à mettre en place pour faire plus de prévention dans le milieu du sport, notamment au travers de la formation, quitte à la rendre obligatoire? Je vous remercie. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Merci, je vais essayer de répondre précisément. N'hésitez pas si je n'ai pas répondu à votre question. Chers collègues bretonnes, terre de handball, vous savez que c'est mon sport. Hein. Ça a été bien évidemment, c'est une difficulté. Tous les éducateurs des clubs qui sont non licenciés, je l'ai dit dans mon intervention, on a auditionné la Fédération française de foot, qui est une très très grosse fédération, et des clubs indépendants. Déjà, ils vont essayer d'aller plus loin. Vous savez qu'il y a eu un sujet pendant la commission d'enquête qui les a mis extrêmement mal à l'aise au niveau de l'arbitrage. Et ils ont déjà réfléchi pour aller plus loin. Parce qu'un dirigeant, déjà licencié, peut très bien ne plus avoir l'autorisation d'encadrer parce qu'il est fiché et prendre une licence joueur à côté. Et très petit à petit de dire moi je suis libre le mercredi après-midi, si vous voulez je peux vous donner un coup de main, donc il échapperait. Donc déjà ils essayent de recouper au niveau national toutes les licences, c'est-à-dire quelqu'un qui a été qui n'a pas respecté l'honorabilité ne pourra plus du tout prendre une licence en France, que ça soit joueur. Donc on voit, sauf que la difficulté, quand on a autant de licenciés, c'est d'avoir des logiciels qui soient suffisamment puissants pour tout recouper. Donc ça fait partie des difficultés techniques que j'ai abordées tout au départ. Et ils vont sans doute proposer, on voit, hein, je pense que vraiment la commission d'enquête les a bien réveillés, ils vont aussi proposer donc à tous les clubs une licence dirigeant gratuite, avec l'obligation de licencier les dirigeants. Alors, dans les dirigeants, c'est les membres du conseil d'administration, bureau, ça dépend comment on l'appelle,
Et puis toutes les personnes en situation de management, d'encadrement, les juges, les arbitres. Donc ça, c'est déjà un premier pas. Et je le disais en préambule, parce que ce sujet-là, des éducateurs clubs non licenciés, ça recoupe d'autres interventions. Eh bien, on pourra évaluer déjà, vous voyez, la montée en puissance, il y a eu 420 000. On pourra évaluer, quand il y aura une loi sport, ce que j'aspire au plus profond, eh bien, on pourra déjà évaluer si les mesures étaient efficaces et si on a les moyens techniques et juridiques d'aller plus loin. Ça, c'est la problématique des clubs non affiliés. Je partage totalement. Ça a souvent été l'objet de discussions que nous avons eues lors de la commission. Effectivement, pour eux, ils échappent. Alors, c'était souvent, nous, on en connaît plein, hein, le petit club des copains qui couraient le dimanche, et puis ils font un club, et puis ils entraînent des gamins, et puis finalement, ils échappent. Donc, je pense que dans une loi sport, et là, vous comprendrez que c'était impossible, là, on rentre sur des sujets très importants, mais dans une loi sport, je pense qu'il faudra impérativement obliger les clubs à s'affilier à une fédération. Ça, c'est mon avis. C'est peut-être pas le bon, mais en tout cas, c'est mon avis. Et la problématique, mais vous l'avez pas levée, mais je tiens à en parler aussi, c'est le contrôle des licences professionnelles. Quand vous avez des clubs privés, toutes les personnes qui interviennent, les éducateurs dans ces clubs-là, doivent avoir leur licence professionnelle affichée. Tous les parents doivent pouvoir avoir accès à ces données. S'il n'y a pas de licence affichée, ça veut dire que la personne n'est pas autorisée à encadrer. Mais même nous, hein, en tant que parlementaires, on peut très bien contrôler comme ça. Et, là, il faudra sans doute des moyens plus importants pour contrôler. Effectivement, ça fait partie aussi des failles qu'on a relevées dans cette mission d'enquête. Donc je ne reviens pas sur les obligations de licence. L'autorité indépendante, cher collègue Emmanuel Pellerin, voilà. Donc l'autorité indépendante, ça a été soulevé par le rapport Buffet-Diagana. Ça a été soulevé, c'est une des préconisations de cette mission. On sait qu'aujourd'hui la ministre n'y est pas favorable, donc il faut vraiment aller vers un projet de loi sport. Effectivement, moi j'y suis plutôt favorable, hein, l'indépendance des structures. On le voit, ça a bien fonctionné sur la lutte antidopage, ça devrait aussi pouvoir fonctionner, mais là c'est un sujet tellement important que vous comprendrez que ça sort de ce petit texte sur l'honorabilité, petit par sa taille, mais tellement important parce qu'il va apporter dans la vie associative. Cher collègue Portier, considérant les fédérations effectivement dans la mission d'enquête, il y avait des fédérations qui étaient vraiment, alors il y en a encore, hein, vous l'avez vu dans le rapport, il y a des fédérations qui sont pas agréées. Donc que faire avec ces fédérations pas agréées? Est-ce qu'elles sont contrôlées au même niveau? Ah ben ça a changé. Bonjour. J'étais tellement absorbé que je n'avais pas vu. Alors, oui, c'est le remplaçant. Bah oui, on est en sport. Hein. Donc là, il y a un sujet sur les fédérations qui ne sont pas agréées. Alors, il faut savoir aussi que le moment, il est quand même très opportun, puisque tous les agréments s'arrêtent le 31 décembre 2024. Et que je peux vous assurer que la directrice du ministère des Sports a dit que là, ils allaient regarder de très près si les personnes avaient bien respecté l'honorabilité. On a eu un sujet dans la mission d'enquête, c'était le volley. Moi, à titre personnel, ça m'avait choqué parce que les filles qui avaient, Sabrina et Béatrice, qui avaient une plateforme, me disaient, mais il n'y a rien qui est remonté sur le volley, alors qu'ils étaient vraiment... ça a été expliqué par le président de la fédération. Quand on renseigne pour le contrôle d'honorabilité, il faut renseigner... alors, je crois que c'est le 6e et le 7e numéro, enfin, c'est l'indice INSEE de la commune de naissance. Et ça, les clubs ne sont pas forcément au fait de tout ça. Donc, on voit bien qu'il faudra aussi que les clubs renseignent les bonnes choses pour que ça puisse remonter jusqu'aux fédérations. Et en l'espace de 2 mois, 3 mois, ils ont renseigné 18 000, ils sont complètement à jour. Donc on voit que c'était pas de la mauvaise volonté de leur part, c'était juste un problème technique avec ce code INSEE. Et ce code INSEE, je peux vous dire que quand vous renseignez aujourd'hui une commune nouvelle, moi, à titre personnel, ma commune de naissance, elle n'existe plus. Et je cherche, alors on me dit, mais non, t'es pas né là. Enfin, je sais un peu où je suis né quand même. Donc, il faut connaître son numéro, c'est le numéro sur la sécurité sociale. Donc, vous voyez, c'était une problématique technique, c'était pas du tout de la mauvaise foi de la fédération, mais bien une problématique technique.
Donc il faut effectivement regarder ça. Et concernant l'article 40, mais il n'y a pas que les dirigeants qui peuvent faire un signalement. Tout à chacun, au nom de l'article 40, peut faire un signalement s'il constate des choses. Et surtout, si dans un club, c'est le président qui... il faut bien que quelqu'un d'autre puisse le faire. Donc, et on parle de prévention et tout. Moi, je pense que le premier sujet qu'il faudra quand même aborder, et je sais parce que je connais un peu le milieu sportif, au moins sur mon territoire, aujourd'hui, dans les assemblées générales de ligues et de comités, ils commencent à parler de l'honorabilité, chose qu'ils n'avaient jamais entendue. Et ils ont intérêt à être très, très vigilants parce que si nous tous, on est très sensibles à cette mission d'enquête, les fédérations et tout, mais les parents également. Et les parents vont demander des garanties au club. Donc, il faut absolument énormément communiquer auprès des clubs sur les démarches à suivre. Par exemple, moi, je l'ai appris, s'il y a un signalement, il se fait... moi, je croyais que c'était Dragès. Non, c'est le SDJES, qui est sous la responsabilité, sous 2 tutelles, à la fois l'éducation nationale, mais également du préfet. Et donc, il faut faire une déclaration au SDGES qui, lui, remonte au préfet pour suspendre immédiatement s'il le considère suffisamment agréable, grave. S'il considère suffisamment grave, il peut suspendre 6 mois la personne à l'instant T. Instantanément. Donc voilà, ça, je peux vous dire, moi, les présidents de club, j'ai un ami, moi, qui s'est arrivé, il ne savait pas du tout qui prévenir. Donc il va falloir communiquer dans les clubs, sur les plateformes des fédérations et tout, parce que quelquefois, ce sont souvent quand même des bénévoles, les présidents de club, et c'est de la méconnaissance et c'est absolument pas de la malveillance, voire même c'est un sentiment que l'entraîneur peut aller ailleurs et puis passer à l'acte et tout. Donc il faut vraiment les aider par de la communication. Est-ce que j'ai répondu à tout? Peut-être pas, non? Sur la prévention? Prenez le micro. Oui. Voilà. Je le disais, mais pour plaisanter, nous, en Bretagne, il y a toujours la galettière et la crêpière. Et c'est souvent, les enfants l'adorent. C'est le coin et ils aiment bien aller manger une crêpe. Alors, est-ce que c'est une bénévole si elle est là tous les week-ends? Est-ce qu'elle doit... c'est des vraies questions. Et imaginez le nombre de bénévoles, parce qu'il y a encore beaucoup de bénévoles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est vraiment dans des situations d'encadrement, entraîneurs, joueurs, management, et puis aussi de la prévention. Il y a des règles. On ne va jamais seul dans une voiture avec un enfant. Même pour protéger le bénévole, il faut faire très attention. Mais les clubs le savent à peu près. Mais là, il faut monter en puissance sur de la communication, sur de la prévention. Effectivement, je le partage tout à fait. Et même au-delà, mais je pourrais en parler pendant des heures. Est-ce qu'on demande, par exemple, le permis de conduire à un papa ou une maman qui emmène le week-end? Est-ce qu'ils sont assurés avec leur véhicule? Eh bien, ça, il faudra aller vers ça. C'est pour ça qu'il faut une grande loi sport pour protéger au-delà. Aujourd'hui, on est sur les violences sexuelles et sexistes. Merci beaucoup, Madame la rapporteure, pour vos réponses précises. La discussion générale est close et maintenant nous allons passer à l'examen des articles de la proposition de loi et nous sommes saisis de 5 amendements. Donc, l'article 1er, il y a 2 amendements en discussion commune. Donc, l'amendement de Monsieur Piquemal, numéro 12, et l'amendement de Monsieur Belhaddad, numéro 17. Monsieur Piquemal, vous pouvez le présenter? Madame Le merci Madame la Présidente. Chers collègues, cette proposition de loi fait suite à un travail très important de la commission d'enquête sur les dérives des fédérations sportives. Elle touche à un sujet très grave. Après les témoignages courageux, effroyables de Sarah Abitbol, de tant d'autres, après la prise de conscience générale sur l'ampleur des violences sexuelles contre les femmes et les mineurs et les enfants dans le sport et les défaillances de l'État en la matière, enfin, il s'agit par ce texte d'apporter une première pierre, disons, à une meilleure protection des mineurs dans le sport. Cette proposition de loi, elle est donc très importante et elle ne saurait, je pense, et mon groupe La France Insoumise le pense, être entachée par des dispositions qui n'ont rien à voir avec la question de la protection des mineurs et qui auraient plutôt à voir avec une question de dérive sécuritaire du gouvernement. En effet, dans la liste des infractions qui entraînent une incompatibilité avec tout travail auprès d'enfants, on peut noter des dispositions qui sont récemment intégrées au Code pénal et qui relèvent, à nos yeux, d'une dérive sécuritaire du pays, la participation à un attroupement après des sommations,
l'organisation d'une manifestation non déclarée. On a de nombreuses juridictions qui ont dû rappeler qu'il n'était pas un délit en France de participer à un rassemblement non déclaré, que ce n'était pas illégal, contrairement à ce que le ministre de l'Intérieur Darmanin lui-même déclarait. Malgré cela, on a de nombreux manifestants qui se retrouvaient arrêtés arbitrairement, pour participation à une manifestation non déclarée, dont la vie a changé suite à des comparutions immédiates ou à des condamnations. Est-ce qu'on souhaite vraiment aujourd'hui que quelqu'un qui s'est mobilisé contre la retraite à 64 ans ne puisse plus être bénévole ou salarié dans le monde du sport? Et donc, il s'agit de retirer ces infractions qui n'ont rien à voir avec le thème de la proposition de loi. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Monsieur Belhaddad. Je retire mon amendement. C'est un sujet que j'avais évoqué tout à l'heure dans mon propos introductif et pour lequel j'attendais effectivement une réponse là-dessus, sans considérer les propos qui viennent d'être tenus par ma collègue. Merci. Merci. Je vais mettre au l'avis de rapporteur. Oui, alors en fait c'était des amendements à peu près communs. Lorsqu'on participe à une manifestation interdite, on peut être en garde à vue, ça ne va pas aller jusqu'à une condamnation. En fait, c'est... je ne crois pas. Il y a eu 91 000 demandes de la Fédération française de football pour des demandes d'honorabilité. Seulement 23 ont été jugées contraires, enfin en tout cas positif ou négatif, je ne sais pas dans quel sens on le prend. Négatif, c'est-à-dire il n'y a eu que 23 personnes. L'honorabilité, c'est toutes les formes de violence. En fait, il n'y a pas que des violences sexuelles. Et donc, quand on parle, par exemple, des délits relatifs de l'extorsion de fonds, blanchiment, ce n'est pas inscrit au FIJES, le dossier d'honorabilité, c'est bien toute forme de violence. Et je ne sais pas, hein, peut-être que tu as des exemples précis, mais le fait d'être arrêté parce que c'est une manifestation, un militant qui manifeste alors que ce n'était pas autorisé, je ne pense pas que ça aille sur des condamnations de violence, pas de violence en tout cas. Enfin, je ne sais pas. Et puis, notamment, même si Sarah, si c'est un vrai sujet, ça peut être porté là aussi bien au-delà de cette honorabilité. Parce que si on commence à exclure, sachant qu'il y a le secret sur des décisions de justice, eh bien, on risque finalement de ne plus... il faudrait carrément ne plus demander d'honorabilité. Ça serait très, très grave, puisque c'est la globalité derrière l'article 212... 9, c'est l'honorabilité, mais c'est répondre à toutes ces condamnations. Donc, je demande, je continue, je ne sais plus comment je fais là. Je demande, pour le conforme, bien évidemment, un retrait, et puis de vous suggérer de reproposer ça au cours de la loi sport, voire même peut-être sur une loi justice que nous pourrions avoir sur ces choses-là. Merci, je vais... laisser la parole à Monsieur Di Filippo. Vous vouliez intervenir? Allez-y, Madame la députée. Non, pour rebondir, je pense que vraiment, premièrement, on a bien vu, que ce soit au moment des Gilets jaunes, que ce soit au moment des manifestations retraite, que ce soit au moment de manifestations contre des projets écocidaires, on a vu des personnes être condamnées, à mon sens abusivement, en raison de ces dispositions légales. Et il me semble que l'amendement que nous déposons n'est pas du tout un amendement irresponsable qui viserait à finalement enlever toute notion d'honorabilité. C'est juste de dire que justement il y a une incohérence, parce que quand on voit bien, on voit bien que la question de l'honorabilité, on l'a vu avec nos collègues RN qui essayent de faire rentrer toute autre chose. On voit bien que la question, c'est celle de la protection des mineurs, de la protection contre notamment les violences sexistes et sexuelles et les phénomènes d'emprise sur les mineurs, etc. Donc on voit bien que ça n'a pas de rapport avec le fait de pouvoir exprimer son droit d'opinion, etc. Donc je pense que c'est important symboliquement de le maintenir. On verra bien ce qui va se passer ici, mais je veux dire... je ne suis pas d'accord pour faire comme si cet amendement risquait de faire tomber toute la question de l'honorabilité dans le sport et n'avait pas de pertinence par rapport à la période que nous vivons. Merci. Monsieur Di Filippo et après Monsieur Mazza. Oui, bien entendu. Une des précédentes oratrices, merci Madame la Présidente déjà, et une des précédentes oratrices a dit pensez à s'il s'agissait de vos enfants tout à l'heure dans la discussion générale. Eh bien alors moi je vous cite un exemple très précis, quelqu'un qui a essayé de brûler des policiers
et qui a été condamné pour cela. Est-ce que vous voudriez qu'il s'occupe de vos enfants dans le cadre d'une activité associative ou sportive? Donc, bien entendu, il y a des faits délictuels qui peuvent être commis dans le cadre de manifestations et qui nuisent clairement à l'honorabilité des gens qui viendraient avoir à encadrer des activités sportives. Alors, ne faisons pas d'angélisme juste parce qu'il s'agit prétendument de protestation sociale. Monsieur, s'il vous plaît, je distribue la parole. Monsieur Mazard. Oui, je crois quand même qu'il ne faut pas tout mélanger. Si vous êtes poursuivi et éventuellement condamné pour avoir participé à une manifestation interdite, je ne vois pas, moi, le problème d'honorabilité qui se pose. Si par contre, bien évidemment, vous êtes poursuivi et condamné pour des faits de violence contre les forces de l'ordre, là, bien évidemment, qu'il y a un problème d'honorabilité. Donc, encore une fois, je crois que ce que vous visez dans votre amendement, c'est-à-dire protéger des gens qui pourraient être empêchés de participer après à une action bénévole parce qu'ils auraient simplement participé à une manifestation interdite, encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, le texte permet effectivement de faire le tri entre la simple participation et un acte de violence à l'occasion de cette manifestation dite interdite. Voilà. Donc, moi, je pense que si vous maintenez cet amendement et qu'il est voté, on n'a plus de vote conforme. Et là, pour le coup, on s'empêche d'avoir un vrai levier pour aujourd'hui éviter des choses qui sont largement plus délicates et dangereuses pour nos jeunes que ceux que vous décrivez. Donc voilà, que vous le retiriez et qu'on se permette de revoir la chose pour être bien sûr qu'il n'y ait pas de difficulté après dans la grande loi sport où on va aller encore plus loin dans la lutte sur l'honorabilité, contre le manque d'honorabilité, ça me semble quand même une sage décision. Parce qu'encore une fois, ce qui est plus à craindre, c'est qu'on n'ait pas un vote conforme et qu'on ait des trous dans la raquette dans les mois qui viennent. Rapporteur. Oui, moi c'est vrai que ça m'a interrogé aussi, mais au-delà du fait qu'effectivement on peut avoir cassé une vitrine et puis être, moi je le pense, et puis pouvoir encadrer des gamins. Hein, bon voilà. Sauf que c'est l'honorabilité. Mais il n'y a même pas que ce sujet-là par rapport à la justice, par rapport à ça, c'est-à-dire que c'est tous les ans qu'on demande le contrôle d'honorabilité. Mais au bout d'un mois, il peut y avoir un acte. Et ça ne redescend pas. Et ça, je pense qu'il y a déjà un sujet. D'ailleurs, ça a été évoqué par les syndicats que nous avons auditionnés. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un magistrat dans la CSDJES. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose, que le magistrat puisse, qu'au lieu d'attendre un an pour savoir si la personne elle peut continuer à encadrer, que ça redescende tout de suite sur des sanctions, parce que ça peut arriver ailleurs que dans la fédération, un acte de violence sexuelle. Donc là, il y a déjà un sujet, et peut-être aller, mais là, je pense qu'aujourd'hui, on pourra pas rentrer dans, parce que c'est très juridique, et c'est peut-être la commission des lois qui peut s'approprier ça, c'est-à-dire, est-ce qu'un magistrat, une personne, peut décider, quand elle demande l'honorabilité, ça elle peut pas. Ça me paraît très compliqué. Et en tout cas, je ne suis pas sûr que ça soit à notre niveau qu'on puisse en débattre. Donc moi, je maintiens que derrière cette demande, cette proposition de loi, c'est déjà un grand pas vers l'honorabilité, essayer de protéger un maximum. Moi, très sincèrement, je préfère protéger au maximum des enfants, des adolescents et tout, que de risquer de ne pas faire passer cette loi au risque demain, il y a des petits, il y en a beaucoup, hein, c'est énorme le nombre d'enfants qui sont violés tous les ans dans les fédérations, c'est énorme, donc il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on aille plus loin, donc je maintiens une demande de retrait, sinon défavorable. Je vais donc mettre aux voix cet amendement, l'amendement 12. Qui est pour ? Qui est contre ? L'amendement n'est pas adopté. L'amendement numéro 16 de Raphaël Gérard. Merci Madame la Présidente. Le présent amendement a pour objet de rappeler le devoir d'exemplarité du monde sportif vis-à-vis de la lutte contre tout type de discrimination, que ce soit le racisme, l'antisémitisme ou la haine anti-LGBT.
Je crois qu'il est souhaitable aujourd'hui d'engager une réflexion sur la possibilité d'interdire aux personnes condamnées pour provocation publique à la haine ou à la violence discriminatoire d'exercer des missions d'encadrement des activités physiques et sportives. On le sait, il y a encore un problème patent d'homophobie dans le sport. Un rapport publié par l'Inspection générale des sports en 2013 rappelle que chez les entraîneurs, les supporters et les sportifs, les insultes à caractère homophobe, les représentations caricaturales des homosexuels assignés à avoir des comportements féminins sont monnaie courante. Elles servent à déstabiliser l'adversaire. La banalisation de ces insultes et discours haineux a des effets délétères et crée un environnement oppressant pour les sportifs et homosexuels. La conséquence, c'est que les sportifs de haut niveau restent dans le placard et ceux qui font leur coming out ont des carrières brisées par un plafond de verre qui ne dit pas son nom. Je crois que nous devons aller plus loin aujourd'hui pour protéger nos jeunes et l'influence néfaste de celles et ceux qui répandent la haine et véhiculent des valeurs contraires à celles du sport. Madame la rapporteure, votre avis? Donc, alors moi, je partage votre objectif sur le fond, mais il semble que la liste des incapacités prévues par l'article L219 est déjà très large et complète. On vient d'en discuter. Pour autant, alors là, c'est-à-dire que c'est satisfait dans la loi, mais c'est absolument pas satisfait dans la pratique. On a eu très souvent l'occasion de constater ça pendant la mission d'enquête. Donc on sait, et notamment sur l'homophobie et le racisme, notamment dans les stades. Hein. Donc, mais la loi, elle est satisfaite par l'article 219.9. Elle n'était pas appliquée, mais c'est pas de notre sort. Ça va bien au-delà. Donc je vous demande le retrait ou défavorable sur le fond. J'ai bien compris les enjeux de vote conforme. Donc je vais retirer mon amendement, mais je pense que la réflexion reste ouverte. Je vous remercie. Donc l'amendement est retiré. Amendement 16. Donc je vais mettre aux voix l'article 1er. Qui est pour? Qui est contre? L'article 1er est adopté. Oui, l'unanime. Après l'article 1er, l'amendement 14 de Monsieur Piquemal. Oui, c'est encore moi qui vais le défendre. Alors, en fait, on va le retirer, hein, mais il s'agissait de mettre l'accent sur une zone d'ombre. Ça a été dit dans le rapport que les prédateurs choisissaient souvent d'être des intervenants réguliers et ne demandent pas la licence pour échapper au contrôle d'honorabilité. Donc c'est ce sujet qui a été déjà abordé plusieurs fois, qui est quand même ce problème qui est qu'il peut y avoir des stratégies. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des stratégies chez les agresseurs et que le fait de ne pas justement recourir à la licence et donc de passer entre les mailles du filet, si je puis dire. Et donc, notre amendement visait d'une façon ou d'une autre à pointer cette question-là, même si j'ai conscience qu'en demandant à tous les bénévoles d'être licenciés, on ouvre un autre sujet qui est important, qui est la question de l'accès au sport, la question évidemment du coût, la question de la possibilité d'être bénévole un petit peu de façon occasionnelle, etc. Donc on ne voudrait pas que ça freine les pratiques du bénévolat dans le sport, mais c'est une façon de poser une alerte très claire sur le fait que ce texte serait vraiment totalement insuffisant si on ne trouvait pas derrière des solutions, parce qu'on sait que les agresseurs savent comment faire pour passer entre les mailles du filet. Et c'est voilà, si les bénévoles non licenciés sont moins bien contrôlés que les autres, on sait que c'est là que se nichera le cœur du problème. Et puis toutes les autres catégories qui ne sont pas licenciées non plus. Hein. Donc il faut vraiment qu'on arrive à faire avancer ce sujet. On avait aussi une question sur les recruteurs. Notre amendement n'a pas été recevable, mais c'est le même sujet, quoi. Il ne faudrait pas que du coup on finisse par offrir tout un espace en fait de prédation pour les agresseurs. Donc il faut vraiment que ces sujets soient traités par la suite. Merci. Donc il est retiré, madame? Oui, il est retiré. D'accord, je vous remercie. Donc maintenant nous passons à l'article 2 avec l'amendement de monsieur Di Filippo, l'amendement 1. Merci Madame la Présidente. Alors le but de cet amendement, effectivement, c'était de systématiser les interdictions d'intervention pour des gens, quand même, on est sur des crimes et des délits très graves, crimes sexuels, torture, barbarie, ça me paraissait important, mais instruit par la sagesse de mon collègue Maxime Minot et veillé à l'importance pour vous d'obtenir un vote conforme, eh bien je le retire. Je vous remercie. Donc je mets aux voix l'article 2. Qui est pour?
Qui est contre? Il est voté à l'unanimité. Je vais mettre aux voix maintenant l'ensemble du texte. Qui est pour? Qui est contre? Vote à l'unanimité. Bravo, Madame la rapporteure. Et bravo à tous les commissaires. Merci beaucoup pour ce texte qui va pouvoir plus rapidement protéger nos pratiquants, les familles, mais aussi le monde du sport. Donc avant de nous quitter, nous devons désigner un rapporteur sur la proposition de loi tendant à généraliser les conventions de partenariat entre les cités éducatives et les orthophonistes, dont le groupe Horizon a demandé l'inscription à l'ordre du jour de sa journée réservée du 14 mars, que notre commission examinera le 6 mars. Cette proposition de loi a été élaborée par Agnès Carrel à la suite des travaux de la mission d'information dont elle a été rapporteure sur l'éducation prioritaire. Agnès Carrel n'étant plus députée, la présidente Roche propose, si vous en êtes d'accord, de la remplacer comme rapporteure de ce texte qu'elle a co-signé. S'il n'y a pas d'objection, elle est désignée rapporteure et je vous remercie. Après la semaine de suspension des travaux de l'Assemblée, nous nous retrouverons le mardi 27 février à 16h30 pour entendre la ministre de la Culture, Madame Rachida Dati. Bonne journée à toutes et à tous.